garde cette merde, Sullivan. Je mérite mieux que ça. Les mots durs, incroyablement moqueurs, résonnèrent parfaitement à travers le microphone coûteux, diffusant avec une clarté cristalline dans l'immense salle de bal. Instantanément, 300 invités fortunés se figèrent sur place, leur verre de champagne millésimé planant maladroitement dans les airs. Je me tenais entièrement immobile, sous l'éclat aveuglant des gigantesques lustres en cristal, fixant le titre de propriété d'un pantouse d'1 million de dollars que mon jeune frère venait de rejeter négligemment sur la nappe blanche en lin. Tout, dans ce mariage, était une illusion de plusieurs millions de dollars, méticuleusement orchestrée. C'était un décor de cinéma incroyablement coûteux, déguisé en célébration de l'amour. Et je savais exactement d'où provenait chaque dollar de ce spectacle théâtral spectaculaire, car c'était moi qui avais saigné silencieusement pour cela pendant des années. Ma propre mère, debout juste à côté de lui, me regardait avec un dégoût pur et concentré, défendant activement son arrogance époustouflante. Ils me regardaient tous, retenant leur souffle. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre sur le champ. Ils s'attendaient à ce que je m'excuse. Mais, debout là, sous ces lumières vives, quelque chose de profond et structurel dans mon cerveau a finalement cédé. Comment en étions-nous arrivés à ce moment agonisant et humiliant? Et, plus important encore, qu'allais-je faire ensuite? L'air à l'intérieur du domaine était lourd, épais de l'odeur entêtante d'orchidées blanches importées et du bourdonnement discret des drones caméras planant juste au-dessus de la foule. Je me tenais près du fond, mon costume anthracite sur mesure ressemblant plus à une armure qu'à une tenue de soirée. Je regardais la foule se mêler. Je regardais mon frère Dachiel rire bruyamment avec sa nouvelle épouse, Elodie. Il semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Dachiel se présentait constamment, à quiconque voulait l'écouter, comme un visionnaire de la tech et un entrepreneur en crypto-monnaie. Elodie, quant à elle, croyait fermement qu'elle épousait une richesse infinie et inépuisable. C'était un mariage arrangé dans un paradis superficiel. Je suis un analyste principal en risque de cybersécurité pour une grande firme financière. Je chasse les fantômes numériques pour gagner ma vie. Je traque les violations de données cachées, je suis les pistes massives d'argent illicite et j'expose les vulnérabilités financières complexes. Toute mon existence professionnelle est bâtie sur la logique froide, les chiffres stricts et les preuves numériques irréfutables. Pourtant, quand il s'agissait de ma propre famille toxique, j'avais, d'une manière ou d'une autre, permis de fonctionner sur un espoir aveugle et désespéré. Pour comprendre ce mariage, il faut comprendre le musée de la douleur. C'était mon enfance. Dans notre maison, les rôles familiaux étaient attribués incroyablement tôt. J'étais l'enfant invisible, la bête de somme fiable. Dachiel était l'enfant chéri, l'enfant miracle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Ma mère, Kreza, était l'architecte en chef de cette illusion. Je me souviens de mes 18 ans. J'étais assis seul à la table de la cuisine avec un cupcake rassis, tandis que Kreza et mon père conduisaient pendant 3 heures pour acheter à Dachiel un ordinateur de jeu sur mesure, parce qu'il se sentait un peu triste cette semaine-là. Je me souviens d'avoir eu 22 ans, de travailler des semaines éreintantes de 100 heures, traquant les anomalies de données, vivant de nouilles instantanées bon marché juste pour rembourser la dette massive de cartes de crédit que Dachiel avait secrètement accumulée en mon nom. Et puis il y a eu la voiture de luxe. Il y a tout juste 2 ans, Dachiel décida que sa marque internet avait désespérément besoin d'une voiture de sport italienne. Son crédit était si abyssal qu'aucun concessionnaire ne le laissait même s'asseoir dedans. Kreza m'appela à minuit, pleurant hystériquement, déployant sa culpabilité militarisée. Elle me dit que j'étais un frère égoïste et jaloux, l'empêchant d'atteindre son destin de milliardaire. Après une semaine de guerre psychologique incessante, mon cerveau épuisé a craqué. J'ai co-signé le bail. J'ai payé les paiements mensuels exorbitants. J'ai financé tout son faux style de vie de millionnaire, tandis que ma propre jeunesse s'évanouissait derrière un écran d'ordinateur lumineux. J'étais le distributeur automatique de billets humains. Le succès, aux yeux de ma mère, n'avait de valeur que s'il pouvait être entièrement récolté et directement remis à Dachiel. Et, ce soir, j'avais apporté l'offrande ultime. Dans la poche intérieure de ma veste, une épaisse enveloppe en cuir de première qualité pressée contre ma poitrine. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait le titre de propriété d'un superbe appartement terrasse moderne, situé dans un immeuble du centre-ville très sécurisé et en forte valorisation. J'avais payé exactement $1 million pour cela. L'argent avait été transféré directement de mon compte d'épargne personnel il y a seulement 3 jours. Pas d'hypothèque, pas de frais cachés,
une table rase complète pour lui et Élodie afin de commencer leur vie. Je l'avais achetée, car je crus sottement que ce geste grandiose et indéniable m'achèterait enfin un moment d'appréciation authentique. Je pensais que cela servirait de package de départ ultime, un dernier chèque massif pour assurer définitivement ma liberté et prouver que je n'étais pas juste une machine froide et calculatrice. Je voulais clore le grand livre de notre histoire toxique. Mais, alors que le DJ du mariage annonçait bruyamment les toasts de la famille et que les drone caméras pivotaient pour fixer leur lumière d'enregistrement rouge directement sur mon visage, je réalisais que je marchais droit vers une exécution très médiatisée. Dans ma poche se trouvait la clé de leur liberté financière absolue. Mais je n'avais absolument aucune idée qu'en quelques minutes seulement, elle deviendrait l'étincelle exacte qui réduirait en cendres tout leur faux empire. La voix trop enthousiaste du DJ résonna à travers les immenses haut-parleurs surround, coupant net le bavardage poli. C'était l'heure des présentations de cadeaux. C'était mon signal. Je pris une lente et profonde inspiration, lissant les revers de ma veste pour cacher tout signe de nervosité, et commencer la longue marche vers la table d'honneur. Dachiel me remarqua approcher du coin de l'œil. Il ajusta immédiatement sa cravate en soie coûteuse, affichant son plus beau sourire digne d'un influenceur. Il se pencha légèrement vers Élodie et lui murmura quelque chose qui la fit rire derrière sa main parfaitement manucurée. Ils étaient complètement prêts pour un spectacle. Ils étaient prêts à ce que je leur remette une autre énorme part de ma vie. Je m'avançai directement dans la lumière vive et aveuglante des projecteurs vidéo. La musique entraînante de la réception s'estompa harmonieusement pour laisser place à une piste instrumentale douce et très dramatique. Les 300 invités se turent complètement, leurs visages se tournant avec attente vers nous. Ils anticipaient un moment émouvant et parfaitement scénarisé entre deux frères aimants. Je m'arrêtai juste devant l'énorme table d'honneur, submergée de roses blanches en cascade. Dachiel me regarda de sa chaise surélevée, ses yeux brillants d'une anticipation cupide à peine dissimulée. Il ne voyait pas un frère aîné. Il voyait un coffre-fort ambulant et entièrement déverrouillé. Je n'avais pas prévu de faire un long discours émouvant. Je ne tendis même pas la main vers le microphone que l'organisateur du mariage m'offrait. Je mis simplement la main dans ma veste, sortis la lourde enveloppe en cuir et la posai fermement sur la nappe blanche immaculée, juste à côté de son assiette. Je gardai ma voix basse mais incroyablement claire. Je lui dis que c'était son cadeau de mariage, une maison entièrement payée pour commencer son brillant avenir. Pendant une fraction microscopique de seconde, un éclair de véritable surprise traversa son visage parfaitement hydraté. Il saisit l'enveloppe avec empressement, ses doigts brisant rapidement le seau de cire personnalisé. Élodie se pencha si près que son épaule pressait contre la sienne, ses yeux écarquillés, retenant pratiquement sa respiration en anticipation des clés d'un manoir ou d'un jet privé. Dachiel sortit l'épais acte notarié officiel et estampillé. Il ne prit pas la peine de lire les conditions favorables. Il ne baissa même pas les yeux vers le prix d'achat d'1 million de dollars que j'avais explicitement souligné. Ses yeux se portèrent immédiatement sur l'adresse de la propriété, clairement imprimée en haut de la page. Je regardais son visage avec une concentration intense, attendant le choc, la gratitude écrasante, la réalisation soudaine qu'il tenait la liberté financière absolue entre ses mains. Au lieu de cela, son sourire exercé disparut en un instant. Sa mâchoire se serra d'une intense irritation. L'expression d'anticipation cupide se transforma incroyablement vite en une profonde déception, puis presque immédiatement en un dégoût total et sans filtre. Il regarda le document légal comme si je venais de lui tendre une serviette usagée et sale. Il laissa échapper un rire aigu et très cynique. Ce n'était pas un petit rire gêné. C'était un son dur et condescendant que le microphone accroché à son revers capta parfaitement et diffusa avec une clarté brutale, résonnant terriblement sur les hauts plafonds voûtés. « Garde cette merde, Sullivan », ricana Dachiel, sa voix dégoulinant d'un mépris absolu et décomplexé. Il jeta littéralement le titre de propriété négligemment sur la table, le laissant glisser irrespectueusement au milieu des centres de table. Un minable appartement? Tu te moques de moi? Ma marque a besoin d'un méga manoir dans les collines. Je ne peux pas être vu par mes investisseurs à valeur nette élevée vivant dans un immeuble comme un roturier. Je mérite bien mieux que ça. Le silence dans l'énorme pièce devint absolu et suffocant. C'était assourdissant. 300 personnes fortunées se figèrent sur place. Quelques personnes au premier rang haltèrent doucement, échangeant des regards horrifiés. Élodie arrangea maladroitement ses cheveux, détournant rapidement le regard, clairement embarrassée par l'audace publique du rejet, mais, de manière notable, sans être du tout en désaccord avec lui.
Les drones caméras planaient silencieusement dans les airs, capturant méticuleusement chaque milliseconde agonisante de l'humiliation. Les invités me regardaient, retenant leur souffle. Je pouvais sentir leurs yeux brûler le côté de mon visage. Ils s'attendaient pleinement à ce que je m'effondre sur le champ. Ils s'attendaient à ce que je devienne écarlate, d'argumenter défensivement, de justifier désespérément la valeur incroyable du cadeau. Ou peut-être s'attendait-il à ce que je me retourne et parte en larmes de colère, complètement brisé par mon propre frère le jour le plus heureux de sa vie. Mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Je ne ressentis pas une seule goutte de tristesse. Je ne ressentis pas l'envie soudaine et brûlante de crier ou de hurler. Mon rythme cardiaque n'a même pas fait un seul bond. Alors que je regardais le titre de propriété d'1 million de dollars reposant dans l'eau renversée sur la table, un calme profond et terrifiant envahit tout mon système nerveux. Les chaînes invisibles qui m'avaient lié à cette famille pendant 38 ans se sont simplement dissoutes. Mais, avant même que je puisse tendre la main pour récupérer l'enveloppe, un flot de tissu de soie incroyablement cher se précipita urgemment dans ma vision périphérique, entrant directement sur le champ de bataille. Et c'est alors que la véritable trahison a eu lieu. À cet instant précis, debout sous les projecteurs aveuglants, quelque chose de fondamental et structurel à l'intérieur de mon cerveau a finalement cédé. Ce n'était pas une rupture désordonnée, chaotique ou émotionnelle. C'était incroyablement propre. Cela ressemblait exactement à une épaisse couche de glace hivernale se fissurant parfaitement au milieu d'un lac gelé. Le frère aîné émotif, espérant, suppliant et désespéré est mort là, sur ce tapis loué coûteux. Et, à sa place exacte, l'analyste principal en risque de cybersécurité s'est réveillé. L'homme qui détruit systématiquement les menteurs numériques, qui traque les voleurs d'entreprise et qui opère strictement dans la froide réalité des données a finalement ouvert les yeux sur sa propre famille. J'ai regardé Dashiell, ce pathétique clown portant un costume sur mesure de 5 000 $, et je n'ai plus vu un frère. J'ai vu un terrible passif financier. J'ai vu une infection de logiciels malveillants active dans ma vie. Et, plus important encore, j'ai vu ma prochaine cible. Avant que le silence agonisant ne puisse s'étirer davantage, notre mère, Kreza, passa rapidement devant les serveurs de traiteurs figés et les invités entièrement déconcertés. Elle s'inséra avec force directement entre la chaise de Dashiell et l'endroit où je me tenais. Dans une famille normale et fonctionnelle, une mère aurait pu immédiatement écarter son fils gâté, le réprimander partiellement pour son arrogance époustouflante, ou, du moins, s'excuser abondamment auprès de moi pour l'insulte publique inimaginable concernant un cadeau d'1 million de dollars. Mais Kreza n'était pas une mère normale, et ce n'était pas une famille normale. Elle opérait selon un ensemble de règles délirantes complètement différents. Elle ne regarda pas Dashiell avec la moindre once de colère. Au lieu de cela, elle tendit sa main lourdement ornée de bijoux et brossa doucement, affectueusement, une particule de poussière invisible de son épaule costumée. Elle le consola verbalement comme s'il était la victime délicate qui venait d'être profondément offensée par ma simple existence. Puis, elle tourna lentement son regard vers moi. Ses yeux étaient durs, mathématiquement calculateurs, et entièrement dépourvus de toute chaleur maternelle ou d'empathie humaine fondamentale. « Tu manques complètement de vision, Sullivan », murmura Kreza sèchement, bien que sa voix mordante portât assez clairement pour que toute la première rangée de tables VIP entende chaque syllabe. Elle me lança un regard de pitié pure, concentrée et condescendante. « Ne ruine pas son grand jour avec ta praticité bon marché et ennuyeuse. Tu sais exactement à quel point l'image publique est importante pour l'énorme empire de ton frère. Tu aurais vraiment pu le consulter d'abord, au lieu d'essayer d'imposer de force tes normes restrictives de la classe moyenne à sa vie extraordinaire. Praticité bon marché, 1 million de dollars en espèces, gagné grâce à 15 ans de nuits blanches, de relations détruites et de stress professionnel épuisant. Instantanément rejeté par ma propre mère comme un manque de vision pathétique. Ces mots cruels ne me blessèrent pas réellement. Au lieu de cela, ils illuminèrent brillamment tout. C'était la preuve empirique finale et indéniable de la maladie psychologique qui avait profondément infecté cette famille pendant des décennies. Ce n'était pas juste Dashiell étant un enfant gâté et ingrat dans le vide. C'était un écosystème entièrement fonctionnel, construit exclusivement sur mon exploitation financière. Kreza était l'architecte en chef et Dashiell était l'idole dorée sans valeur qu'ils adoraient tous les deux, une religion entièrement alimentée par l'argent que je saignais chaque mois. Ils ne me voyaient pas comme un être humain avec des sentiments indépendants ou des objectifs personnels. J'étais simplement une utilité. J'étais un distributeur automatique de billets qui avait, bref, mal fonctionné en crachant le mauvais type de monnaie.
Je n'essayais pas de discuter de sa logique tordue. Je n'essayais pas de défendre désespérément les valeurs immobilières croissantes du quartier du centre-ville ou l'incroyable liberté financière d'avoir une hypothèque entièrement remboursée. Me défendre signifierait que je me souciais encore fondamentalement de leurs opinions. Et, depuis 60 secondes, ce n'était absolument plus le cas. Je passais du visage arrogant et moralisateur de Kreza au sourire incroyablement suffisant et très présomptueux de Dachiel. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je me contentais de sourire. Un sourire lent, profondément glaçant, qui n'atteignait pas mes yeux. Lentement, je tendis la main, ramassai calmement la lourde enveloppe en cuir de la table désordonnée et la rangea méthodiquement dans la poche intérieure de ma veste de costume. « Tu as absolument raison, mère, dis-je, ma voix parfaitement égale, complètement dépourvue de toute inflexion émotionnelle. Je sonnais exactement comme une machine. Ce fut une énorme erreur de calcul de ma part. Profiter du reste du mariage. Je n'attendis pas sa réponse choquée. Je n'attendis pas de voir si Dachiel essaierait d'arracher l'enveloppe, maintenant que je partais avec. Je tournai simplement le dos à l'énorme table d'honneur, ignorai les drones caméras bourdonnants et passai devant les 300 invités silencieux et fixes. Je descendis l'allée centrale avec des pas incroyablement lents, mesurés et confiants. Je ne me pressai pas. Je ne sortis pas en furie comme un adolescent dramatique. Je me suis simplement retiré de l'équation. Alors que je franchissais les grandes portes doubles de la salle de bal et sortais dans l'air frais de la nuit, tendant mon ticket de voiturier au préposé confus, je ne me sentis pas humilié. Je me sentis nettement plus léger que je ne l'avais été depuis 15 ans. Car, tandis que j'attendais ma voiture, mon esprit analytique était déjà en pleine course, calculant les risques et initiant des protocoles de verrouillage financier. Dachiel pensait qu'il venait de remporter une victoire massive. Il n'avait absolument aucune idée qu'en rejetant cette maison, il venait personnellement de déclencher la démolition totale, absolue et catastrophique de toute sa fausse vie. La purge était sur le point de commencer. Le trajet de retour vers mon appartement silencieux, depuis le somptueux lieu de mariage, prit exactement 45 minutes. Je n'allumai pas la radio. Je ne baissai pas les vitres. Le silence à l'intérieur de la voiture était absolu et lourd, reflétant parfaitement l'immobilité profonde et calculée qui opérait alors dans ma tête. Lorsque je franchis enfin ma lourde porte d'entrée, je ne pris même pas la peine de me changer de mon coûteux costume anthracite. Je jetai mes clés agressivement sur le comptoir de cuisine en granit, traversai le couloir jusqu'à mon bureau à domicile et réactivai immédiatement mon poste de travail haute performance. Les 3 grands moniteurs haute résolution s'allumèrent, illuminant la pièce sombre et silencieuse d'une lumière bleue clinique et dure. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier mécanique. Il était temps de me mettre au travail. Le frère émotionnellement facilitant était parti. L'analyste principal en risque de cybersécurité était maintenant en contrôle total. Mon tout premier objectif était un confinement financier total immédiat. J'ouvris mon portail bancaire principal hautement sécurisé. Je naviguai rapidement vers l'onglet des virements récurrents automatisés. Là, il était, me fixant. Le virement automatique programmé de 5 000 $ qui alimentait fidèlement le compte courant de Dachiel le premier de chaque mois pour payer arbitrairement son loyer de pantoufles de luxe et ses dépenses de style de vie. Je fis planer ma souris sur le bouton de suppression. Une boîte de confirmation standard apparut, me demandant si j'étais absolument sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent. Je n'hésitai pas une microseconde. Je cliquai sur « Confirmer ». La ligne disparut entièrement. Ensuite, je passai agressivement au compte de carte de crédit. J'avais sottement donné à Dachiel une carte d'utilisateur autorisée sur mon compte de voyage premium il y a des années, strictement pour de soi-disant urgences commerciales. J'affichais les transactions récentes non facturées. Au cours des 3 derniers jours seulement, juste avant le mariage, il avait tranquillement débité plus de 12 000 $. Il avait acheté des vêtements de créateur, réservé des soins de spa de luxe pour Élodie et accumulé une note de bar massivement ridicule au complexe hôtelier. Je bloquai la carte de manière permanente. Je ne l'ai pas seulement gelée. J'ai sélectionné l'option spécifique indiquant que la carte était gravement compromise par une activité frauduleuse et demandé un tout nouveau numéro de compte, annulant instantanément sa capacité à l'utiliser pour le reste de sa lune de miel. Puis, j'ouvris rapidement le portail de mon assureur. Je naviguai directement vers la police d'assurance automobile principale. Je retirai chirurgicalement Dachiel en tant que conducteur autorisé pour la voiture de sport italienne de luxe. Dès que cela fut traité,
Je rédigeai un email formel et juridiquement contraignant au concessionnaire de leasing et mis en copie mon avocat d'affaires personnel. Je les informais explicitement que le véhicule incroyablement cher, enregistré uniquement en mon nom, était actuellement en possession non autorisée et non assurée de Dachiel. J'ai officiellement initié le processus pour le faire géolocaliser et récupérer immédiatement par une équipe de recouvrement professionnelle. Qu'il découvre comment se rendre à l'aéroport sans son faux symbole de statut. Je passai les 2 heures éreintantes suivantes à brûler systématiquement et impitoyablement chaque pont numérique. Je changeai les mots de passe complexes de chaque service de streaming partagé. Je déliai les cartes de crédit principales de ces applications de covoiturage et de ces profils de livraison de nourriture coûteux. Je coupai complètement chaque artère financière qui reliait mon argent durement gagné à sa vie fausse et pathétique. À 2 heures du matin, la phase de confinement était officiellement terminée. Il était totalement coupé de l'approvisionnement en oxygène. Le parasite avait été détaché de l'hôte. Je me penchai lourdement en arrière dans ma chaise ergonomique, frottant mes yeux fatigués et brûlants. Je ressentis enfin un sentiment de satisfaction sombre et profond. Je me levai, allai à la cuisine et me versai un verre d'eau froide. J'étais sur le point d'éteindre le système informatique et de finalement aller dormir, lorsqu'un son d'alarme aigu et soudain transperça la pièce silencieuse. Une petite notification automatisée rouge vif apparut dans le coin inférieur droit de mon 3e écran. C'était une alerte de sécurité critique de mon pare-feu réseau personnel de qualité militaire. Mon serveur domestique privé, qui hébergeait des décennies de mes fichiers personnels, des archives clients très sensibles et des sauvegardes cryptées, enregistrait une tentative d'accès active et très suspecte. Quelqu'un essayait activement de forcer l'accès à un dossier cloud familial hérité que je n'avais plus utilisé ni surveillé depuis plus de 3 ans. Par pure paranoïa forensique professionnelle incrustée, je ne l'ai pas ignoré comme un simple problème aléatoire. J'ouvris immédiatement les journaux de sécurité en temps réel. L'adresse IP spécifique essayant de se connecter ne correspondait définitivement à aucun de mes appareils. J'effectuai un rapide traçage silencieux, regardant les paquets de données rebondir sur la carte. L'IP renvoya directement au routeur Internet résidentiel de la maison de ma mère. Quelqu'un était bien éveillé à 2 heures du matin, fouillant activement mes anciens fichiers numériques, pendant qu'il pensait que je dormais et que j'étais émotionnellement dévasté. Mon cerveau de cybersécurité est passé en surrégime absolu. Je n'ai pas seulement bloqué la connexion. J'ai suivi silencieusement le fil numérique à rebours. Je me suis glissé dans l'architecture cloud partagée comme un fantôme, déterminé à voir exactement ce que ma famille cherchait désespérément au milieu de la nuit. Ce que je trouvais allait tout changer. Je restais complètement immobile dans la lueur bleue de mes moniteurs, mes mains volant sur le clavier avec une précision exercée. J'ai contourné facilement les protocoles de sécurité de base obsolètes que j'avais configurés avec désinvolture pour le réseau familial il y a des années. Je naviguais silencieusement à travers les dossiers numériques désordonnés, me déplaçant dans l'arborescence des répertoires sans être détecté. Profondément à l'intérieur du serveur, caché sous des couches d'albums photos de famille génériques, je trouvais un sous-dossier lourdement imbriqué et protégé par mots de passe que Dachiel avait récemment créé. Le dossier était titré de manière ostentatoire « Expansion visionnaire de Dachiel ». Je pris une profonde inspiration, cassai le mot de passe simple qu'il utilisait sottement pour tout et l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents formatés, de feuilles de calcul complexes et de fichiers PDF scannés. Je cliquai sur le plus grand fichier, une feuille de calcul financière principale. Tandis que les colonnes et les lignes se chargeaient lentement sur mon écran haute définition, le souffle me quitta physiquement les poumons. Je m'attendais à trouver un budget personnel ridicule, peut-être une liste de souhaits délirantes de choses coûteuses qu'il voulait que je lui achète l'année prochaine. Ce que je trouvais réellement fut un plan méticuleusement détaillé et hautement criminel pour mon homicide financier total. L'énorme feuille de calcul mappait arrogamment les 10 prochaines années entières de ma vie. Elle traitait explicitement mon revenu d'entreprise projeté, mes comptes de retraite maximisés et mon score de crédit impeccable de 850 comme des matières premières consommables à exploiter agressivement. Il y avait des colonnes codées par couleur entièrement dédiées à la liquidation de mon portefeuille d'actions durement gagné juste pour financer illégalement la fausse start-up technologique inexistante de Dachiel. Ils avaient littéralement calculé exactement combien de dettes je pouvais physiquement supporter avant de déclarer faillite. Mais ce n'était même pas la pire partie. Mes mains commencèrent à trembler, non pas de tristesse, mais d'une rage pure et terrifiante. J'ouvris un PDF scanné intitulé « Financement de manoir ». C'était une demande de prêt complétée, prête à être soumise,
pour une propriété massive de 3 500 000 $, située dans les collines les plus chères de l'État. Le type exact de méga manoir que Dashiell avait crié vouloir au mariage. Mais le demandeur principal explicitement listé sur le document bancaire officiel n'était pas Dashiell. C'était moi. Attachés à la demande frauduleuse se trouvaient des scans couleur haute résolution incroyables de mon permis de conduire d'État, de mon passeport valide et du recto et verso de ma carte de sécurité sociale. Des documents que je gardais strictement enfermés dans un coffre-fort ignifuge à l'intérieur de mon bureau à domicile. Un coffre-fort dont Kreza, ma propre mère, avait la clé d'urgence de secours. Ils avaient parfaitement falsifié ma signature électronique sur plusieurs documents de préapprobation clés, en utilisant un logiciel pour tracer une signature qu'ils avaient trouvée sur une ancienne déclaration de revenus. Je restais là, complètement figé sur ma chaise, fixant fixement l'écran lumineux. La réalité glaçante m'envahit comme de l'eau glacée. Ma propre mère et mon propre frère n'avaient pas seulement profité nonchalamment de mon salaire. Ils avaient activement et systématiquement volé mon identité légale. Ils se préparaient probablement, d'ici la semaine prochaine, à exploiter illégalement mon impeccable historique de crédit pour contracter des millions de dollars de prêts occultes. Ils prévoyaient de me charger d'une dette catastrophique ruinant ma vie et d'utiliser l'argent volé pour acheter l'énorme manoir que Dashiell estimait que sa marque internet personnelle méritait désespérément. Ils savaient avec une certitude absolue que je n'accepterais jamais cela légalement, alors ils décidèrent simplement de le voler secrètement. Ils avaient clairement pensé qu'une fois les prêts massifs officiellement approuvés et l'argent dépensé, je serais bien trop terrifié à l'idée de protéger ma réputation professionnelle impeccable au sein de la firme financière pour jamais signaler mon propre sang à la police fédérale pour fraude. Ils avaient calculé froidement que je baisserais la tête, travaillerais encore plus dur et rembourserais silencieusement leurs crimes massifs pour éviter un scandale public humiliant. Ils avaient entièrement militarisé ma décence humaine fondamentale et ma peur des conflits contre moi. Le sentiment de trahison absolue était si profond, si total qu'il a entièrement contourné l'émotion de la colère et s'est instantanément installé dans une clarté mathématique glaciale et terrifiante. Ils ne me voyaient pas comme un fils. Ils ne me voyaient pas comme un frère aîné. J'étais du bétail. J'étais un actif financier très précieux attendant d'être abattu pour leur confort temporaire. Le bon, fiable, facilitant Sullivan est mort définitivement là, dans la lueur des écrans d'ordinateur. Je tendis la main, pris calmement mon téléphone portable et éteignis complètement la sonnerie. Je n'allais définitivement pas dormir cette nuit. J'ouvris un dossier frais, fortement crypté sur mon disque dur sécurisé. Je le nommais cliniquement « Cible Dashiell ». Je commençai à télécharger systématiquement chaque fichier, chaque signature falsifiée, chaque journal de connexion IP et chaque morceau de métadonnées cachées contenu dans ce cloud. J'établissais une chaîne de possession parfaite et incassable. Au moment où le soleil du matin se lèverait sur l'horizon de la ville, j'aurais accumulé suffisamment de preuves documentaires irréfutables pour envoyer mon propre frère et ma mère dans un pénitencier fédéral. Et, tandis que je regardais la barre de progression du téléchargement atteindre 100%, un sourire froid se dessina sur mon visage. Je réalisais que je n'allais pas perdre une seule seconde de sommeil à cause de ça. Pendant les 72 heures incroyablement tendues qui suivirent, je ne quittais absolument pas mon appartement. Je devins un fantôme complet pour le monde extérieur. Mais, à l'intérieur des 4 murs de mon bureau à domicile, j'étais une machine implacable et inarrêtable. Mon téléphone portable, posé face contre terre sur le coin de mon bureau en bois, vibrait continuellement et violemment, avançant peu à peu sur la surface lisse comme un insecte piégé et en colère. Le lundi matin, la dure et froide réalité de mes actions de minuit s'était complètement abattue sur leur tête. Les notifications numériques s'empilaient par centaines. Il y eut des dizaines d'appels manqués de Dashiell. Il y eut des messages textes frénétiques, entièrement confus, de sa nouvelle femme, Elodie. Et il y eut des messages vocaux furieux et très exigeants de Kreza. Je pris le téléphone juste pour lire les écrans d'aperçu. Sullivan, ma carte premium vient d'être refusée au spa du complexe. Règle ça tout de suite. C'est incroyablement embarrassant et entièrement inacceptable. Un message de Dashiell, complètement inconscient de son destin imminent, disait. Quelques heures plus tard, son ton arrogant passa dramatiquement à la panique pure. La société de leasing vient d'envoyer une énorme dépanneuse à l'hôtel. Ils ont agressivement retiré la voiture du service de voiturier. Sullivan, réponds à ton putain de téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et puis vinrent les longs messages textes de Kreza, déployant la lourde artillerie émotionnelle de la culpabilité maternelle.
Tu détruis activement la belle lune de miel de ton frère. Tu agis exactement comme un enfant pétulant et jaloux pour un désaccord mineur et stupide au mariage. Rétablis immédiatement les comptes bancaires. La famille n'abandonne absolument pas la famille. Je ne lus pas la plupart d'entre eux. Je n'ai absolument pas répondu à un seul. Se lancer dans une dispute hurlante au téléphone leur rendrait simplement leur pouvoir. Cela leur permettrait de jouer leur rôle profondément familier et bien répété, Dachiel, la victime innocente, Kreza, la juge vertueuse, et moi, la bête de somme coupable et rampante, implorant leur pardon. Je les ai dépouillés chirurgicalement de ce pouvoir par un silence terrifiant et absolu. Au lieu de répondre, je préparais une énorme cafetière de café noir fraîchement préparé, assez fort pour décaper de la peinture d'un mur, le versa dans une grande tasse en céramique et pris ma ligne fixe sécurisée. Je composai le numéro direct de Marcus, l'avocat d'affaires principal de ma firme. Marcus était un bulldog en costume, un homme qui traitait exclusivement du droit fédéral et n'avait aucune tolérance pour les bêtises familiales. C'était mon seul véritable allié. Marcus, c'est Sullivan, dis-je, gardant ma voix incroyablement calme. J'ai besoin de tes conseils juridiques immédiats. J'ai découvert une énorme opération de vol d'identité, et elle vient de l'intérieur de ma propre maison. Je passai l'heure suivante à expliquer à Marcus les fichiers cryptés que j'avais téléchargés. Je lui montrai la signature falsifiée sur la demande de près de 3 500 000 $. Je lui montrai les journaux IP traçant directement le routeur de Kreza. Marcus resta complètement silencieux à l'autre bout de la ligne pendant un long moment. Lorsqu'il parla finalement, sa voix était mortellement sérieuse. « Sullivan, écoute-moi très attentivement, dit Marcus. Ce n'est pas juste un différend familial. C'est une fraude électronique de niveau criminel. C'est un vol d'identité aggravé. Si cette demande de prêt atteint le système de traitement de la banque, tu es légalement responsable. Tu dois établir une chaîne de possession à toute épreuve dès maintenant. Ne les confronte pas encore. Laisse-les continuer à creuser leur propre tombe pendant que nous construisons un mur qu'ils ne pourront jamais franchir. Avec la guidance stricte de Marcus, j'ai initié le pare-feu ultime. J'ai contacté les 3 principales agences de crédit et placé un blocage dur et impénétrable sur mon numéro de sécurité sociale. J'ai déposé une alerte de fraude préliminaire et hautement confidentielle auprès de la Commission bancaire fédérale. J'ai rendu physiquement et numériquement impossible pour eux d'emprunter un seul sou en mon nom, jamais plus. Mais je n'avais pas fini. Le gel de mon crédit ne protégeait que mon avenir. Il ne les punissait pas pour le passé. J'ai tourné mes viseurs analytiques intenses directement sur le soi-disant empire massif de Dachiel. Il se vantait constamment et bruyamment en ligne auprès de ses followers de ses firmes de conseil technologiques lucratives et de ses brillants investissements en crypto-monnaie. Il vendait agressivement des cours en ligne coûteux, disant à des personnes désespérées comment atteindre son niveau spécifique de liberté financière. J'ai décidé de voir exactement à quoi ressemblait sa version de la liberté sur un document légal réel. J'ai consulté les registres commerciaux fédéraux publics et commencé à creuser sans relâche dans les déclarations de revenus des entreprises. J'ai tracé méthodiquement les noms répertoriés de ces diverses entreprises. L'audit silencieux et destructeur avait officiellement commencé. J'allais arracher le masque de toute sa vie. Et ce que j'étais sur le point de trouver allait l'envoyer directement dans une cellule de prison fédérale. Si vous ressentez l'intense frustration de devoir gérer des membres de famille toxiques et que vous êtes prêt à voir une justice absolue rendue, veuillez prendre un moment pour soutenir. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous, en nous disant de quelle ville, État ou pays vous regardez. Chaque interaction aide à diffuser ces histoires puissantes à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Maintenant, revenons à l'audit. Pendant les 3 jours suivants, mon appartement se transforma en une salle de guerre forensique de haute technologie. Je dormais à peine. J'existais entièrement grâce au café noir, à l'adrénaline et au bourdonnement froid et rythmique de mes serveurs informatiques. Mon crédit gelé en permanence et le pare-feu protégeant activement mon avenir, j'ai tourné mes viseurs analytiques directement sur l'énorme empire dont Dachiel se vantait constamment en ligne. Il vendait des cours en ligne coûteux, se présentant agressivement comme un millionnaire autodidacte qui pouvait enseigner à des personnes désespérées et vulnérables comment atteindre exactement son niveau spécifique de liberté financière. J'ai décidé de voir exactement à quoi ressemblait sa version de la liberté sur un document légal réel. J'ai consulté les registres commerciaux fédéraux publics et commencé à creuser sans relâche dans les déclarations de revenus des entreprises.
J'ai tracé méthodiquement les noms répertoriés de ces diverses entreprises. Il a fallu moins de 4 heures à mes yeux professionnellement entraînés pour démêler complètement et totalement la grande illusion. Dashiell n'était définitivement pas un millionnaire. Dashiell était complètement, spectaculairement et dangereusement fauché. Les firmes de conseil technologique d'élite dont il se vantait constamment devant la caméra n'étaient absolument rien de plus que des sociétés écrans vides et frauduleuses. Elles étaient enregistrées à une adresse de réexpédition douteuse dans un centre commercial de striptease dans l'État du Nevada. Elles n'avaient 0 employé réel, 0 revenus commerciaux légitimes et 0 infrastructure d'entreprise réelle. Mais elles avaient définitivement de l'argent qui circulait rapidement à travers elles. J'ai utilisé mon logiciel médico-légal spécialisé et très coûteux pour suivre rigoureusement les empreintes numériques de ces diverses transactions financières. J'ai analysé en profondeur les adresses de portefeuille publics qu'il liait fièrement à ses profils de médias sociaux. La réalité de son opération était pathétique, mais incroyablement profondément criminelle. Il ne gagnait pas d'argent réel grâce à de brillants investissements technologiques. Il gérait activement un système de Ponzi de bas niveau, extrêmement bâclé, explicitement déguisé en programme de mentorat d'élite. Il prenait des milliers de dollars à des followers internet crédules qui ont acheté ses cours complètement faux et inutiles. Et il acheminait activement cet argent volé directement via ses sociétés écrans du Nevada pour payer son style de vie incroyablement faux et somptueux. Mais même ce revenu illicite n'était pas près de suffire à couvrir son taux de dépenses journalier stupéfiant et ridicule. Le déficit massif, l'énorme trou béant entre ses faux revenus et ses dépenses très réelles, était entièrement comblé par l'argent qu'il me volait activement. Il utilisait délibérément les cartes de crédit qu'il avait frauduleusement ouvertes en mon nom pour gonfler artificiellement les revenus apparents de ses sociétés écrans vides. Il blanchissait essentiellement mon crédit volé directement à travers ses propres fausses entreprises, juste pour que cela ressemble à un revenu imposable légitime pour l'Internal Revenue Service. Afin qu'il puisse obtenir l'approbation de prêts plus importants comme le prêt de 3 500 000 $ pour le manoir. Quand je vis enfin les énormes implications fiscales de sa structure bâclée, un sourire terrifiant et authentique se répandit lentement sur mon visage. Ce n'était plus juste un simple vol d'identité. C'était une fraude électronique fédérale. C'était une évasion fiscale massive. Il jouait nonchalamment avec des crimes fédéraux extrêmement graves qui entraînaient des peines minimales obligatoires. Et, parce que Cresa était la personne exacte gérant son courrier physique et détenant physiquement les documents falsifiés dans un coffre-fort à l'intérieur de sa maison, elle était légalement et indéniablement complice des crimes fédéraux. Ils n'avaient pas seulement arrogamment brûlé un pont entre nous. Ils avaient versé des litres d'essence sur eux-mêmes et m'avaient fièrement tendu l'allumette allumée. J'ai compilé soigneusement tous les dépôts d'entreprises accablants, les journaux IP détaillés liant explicitement les transactions frauduleuses à ses appareils personnels, et les organigrammes complexes démontrant visuellement sa structure exacte de blanchiment d'argent. J'ai imprimé absolument tout sur du papier épais, de haute qualité et de qualité professionnelle. J'ai organisé agressivement les centaines de documents en 5 classeurs noirs incroyablement épais et lourds. J'ai indexé méticuleusement chaque crime documenté avec des post-it propres, lumineux et codés par couleur. Je n'avais plus jamais besoin de lui crier dessus. Je n'avais pas besoin d'expliquer émotionnellement à quel point il m'avait blessé. Ces 5 lourds classeurs étaient la manifestation physique réelle de sa destruction absolue et imminente. Le jeudi matin, exactement 4 jours après le mariage désastreux, mon téléphone portable vibra bruyamment avec un nouveau message texte. Il n'était ni frénétique ni paniqué. Il était froid, très formel et dégoulinant d'une autorité délirante supposée. Il venait de Cresa. Réunion de famille obligatoire ce soir à ma maison, 19 heures précises. Tu viendras. Tu t'excuseras formellement auprès de ton frère et d'Élodie, et tu rétabliras immédiatement tous les comptes bancaires. Ne me mets absolument pas à l'épreuve sur ce point, Sullivan. Je pris lentement le téléphone. Je regardais de près les 5 énormes classeurs noirs posés menaçants sur mon bureau, contenant plus qu'assez de preuves tangibles pour facilement envoyer son enfant chéri en prison fédérale pendant au moins 20 ans. Je tapai rapidement un seul mot simple en réponse, d'accord. J'ai méthodiquement rangé les lourds classeurs dans ma grande mallette en cuir renforcé. J'ai pris une longue douche chaude, me suis rasé soigneusement et j'ai mis mon costume sur mesure le plus élégant et le plus cher. La bête de somme fiable et facilitante était complètement morte. L'analyste principal en risque de cybersécurité venait dîner. Le trajet jusqu'à la maison de Cresa prit exactement 22 minutes. Mais j'avais l'impression de traverser une dimension entièrement différente. Sa maison était située dans une banlieue aisée, établie et plus ancienne.
C'était un quartier plein de pelouses impeccables, d'énormes chaînes et d'une aura suffocante de prétentions désespérées de la classe moyenne supérieure. C'était le genre de quartier où les gens souriaient chaleureusement en face tout en jugeant discrètement la marque de votre tondeuse à gazon. Je gara ma voiture dans la rue, évitant délibérément l'allée large et parfaitement pavée. Je ne voulais pas que mon véhicule soit bloqué par qui que ce soit. Alors que je sortais dans l'air humide du soir, la lourde mallette en cuir dans ma main droite me semblait une ancre, me rattachant à la réalité absolue. Je suivis le chemin en briques sinueux jusqu'à la lourde porte d'entrée en chêne. Je ne frappais pas. Je ne sonnais pas à la porte. J'avais toujours ma clé d'urgence. Je la tournai dans la serrure, le mécanisme cliquetant bruyamment dans la nuit silencieuse, et poussai la porte. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était épaisse, tendue et incroyablement mise en scène. C'était exactement comme marcher sur le plateau d'un terrible feuilleton de jour à petit budget, juste avant une pause publicitaire dramatique. Ils m'attendaient tous dans le salon formel. Une pièce que Kreza gardait parfaitement immaculée et ne permettait presque jamais à personne de l'utiliser réellement. Elle était conçue purement pour intimider. Kreza était assise agressivement au centre du canapé moelleux et surdimensionné de couleur crème, positionnée exactement comme une reine déçue se préparant à juger un paysan rebelle. Dachiel et Élodie étaient assis côte à côte sur la causeuse assortie à sa droite. Dachiel portait un ridicule survêtement de créateur, clairement coûteux, essayant d'avoir l'air riche et insouciant, mais sa jambe droite sautillait nerveusement de haut en bas. Élodie avait l'air intensément agacée. Ses bras croisés serrés sur sa poitrine, mâchant agressivement un chewing-gum. Assis tranquillement dans le fauteuil d'angle se trouvait oncle Baxter, un homme à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Kreza l'avait explicitement appelé pour servir de public. Il était le classique, singe volant, destiné à exercer une pression écrasante de la part des pairs et à témoigner de ma soumission forcée. Dès que je suis entré dans la pièce, toute conversation cessa instantanément. 4 paires d'yeux se fixèrent sur moi. Je ne dis pas un mot. Je n'offris pas de salutation polie. Je me dirigeai simplement vers le fauteuil en cuir à dossier qui faisait face directement au canapé et à la causeuse. Je m'assis lentement, posant ma lourde mallette à plat sur la table basse en verre, juste devant moi. Je regardai directement Kreza. Elle prit une profonde respiration très théâtrale, se préparant à lancer son monologue soigneusement répété. Sullivan, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une tristesse doucereuse, entièrement militarisée. Nous sommes tous si incroyablement profondément déçus par toi. Ton comportement au cours des 4 derniers jours n'a été rien de moins que complètement détraqué. Humilier publiquement ton propre sang à son magnifique mariage et ensuite faire une crise de colère mesquine et vindicative en coupant son accès de base au fond pendant sa lune de miel. C'est cruel. C'est complètement toxique. Je ne sais sincèrement plus qui tu es. Je me penchai en arrière dans la chaise en cuir, croisant les jambes. Je ne réagis pas aux insultes. Je ne ressentis pas la piqûre écœurante et familière de la culpabilité qui accompagnait habituellement ses discours. Je me contentais de regarder sa bouche bouger. Tu vas t'asseoir là, continua Kreza, sa voix devenant légèrement plus perçante, plus autoritaire, et tu vas écouter comment tes actions profondément égoïstes ont gravement affecté ton frère, et ensuite tu vas lui offrir, à lui et à Élodie, des excuses sincères et inconditionnelles. Je tournai lentement mon regard de Kreza à Dachiel. Il bougea légèrement sous mon regard. Il gonfla sa poitrine, essayant d'avoir l'air physiquement imposant. Il se lança directement dans une démonstration classique de Darvaux, déni, attaque, et inversion de la victime et de l'agresseur. Écoute, mec, commença Dachiel, secouant lentement la tête comme s'il avait affaire à un enfant profondément déraisonnable. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer avec toi. Je t'ai invité au jour le plus important de toute ma vie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors ce coup incroyablement bon marché et passif-agressif. Un appartement d'1 million de dollars. Tu connais ma marque. Je traite avec des entrepreneurs technologiques d'élite. Je ne peux pas avoir mon adresse postale professionnelle associée à un immeuble d'appartement de base. Cela détruit complètement ma crédibilité. Il marqua une pause, attendant qu'oncle Baxter murmure un accord compatissant. Ce fut le cas. Puis la voix de Dachiel devint plus forte, et au lieu de simplement accepter la critique entièrement valide comme un homme, tu fais une énorme crise de colère. Élodie et moi sommes dans un complexe de luxe 5 étoiles et ma carte premium est violemment refusée au spa.
As-tu la moindre idée à quel point c'est complètement humiliant qu'un gérant d'hôtel te regarde comme si tu étais fauché? Élodie intervint immédiatement, essuyant dramatiquement une larme inexistante. C'était absolument traumatisant, Sullivan. Nous avons été traités comme de vulgaires criminels. Tu as complètement ruiné la semaine la plus romantique de toute ma vie parce que tu es incroyablement jaloux de l'empire de Dashiell. Ils nièrent sans transition tout acte répréhensible, attaquèrent agressivement mon caractère et complètement inversèrent les rôles, peignant le parasite comme la victime et l'autre comme l'agresseur vicieux. Mais, ce soir, les mots ont juste rebondi sur moi. Ils semblaient légers, entièrement dénués de sens. Je ne me sentis pas coupable. Je n'eus pas honte. Je ressentis juste un sentiment écrasant et profond de dégoût clinique. Je regardai autour de la pièce une dernière fois. Ma famille attendait que je craque. Ils attendaient les excuses qui remettraient tout à la normale. Avez-vous complètement terminé? Demandai-je doucement. Dashiell fronça les sourcils, clairement déstabilisé par mon manque de réaction émotionnelle. Oui, j'ai terminé. Maintenant, c'est à ton tour de rectifier la situation. Débloque les comptes, accepte de co-signer le prêt du manoir, et nous pourrons aller de l'avant. D'accord, dis-je doucement. Je me penchai lentement en avant, tirant la lourde mallette plus près du bord de la table basse en verre. Rectifions la situation. Tu veux parler de ton empire massif, Dashiell? Tu veux parler d'assurer l'avenir financier de cette famille? Faisons exactement cela. Mais nous n'allons pas utiliser tes mots. Tes mots sont entièrement sans valeur. Nous allons utiliser les mathématiques. Je plaçai mes deux mains fermement sur les deux serrures en laiton de la mallette. Je regardai directement dans les yeux de Dashiell. Le sourire arrogant sur son visage vacilla juste pour une fraction microscopique de seconde. Il réalisa, bien trop tard, que je n'étais pas là pour m'excuser. Le silence dans le salon formel était absolu. Ce n'était pas le silence gêné et expectant qui avait suivi son rire au mariage. C'était un silence lourd et suffocant, chargé d'une soudaine anxiété rampante. Je gardais mes yeux fixés directement sur Dashiell, tandis que mes pouces pressaient fort sur les deux boutons de libération en laiton. Le double clic des lourds verrous métalliques s'ouvrant résonna aussi fort que des coups de feu dans la pièce silencieuse. Oncle Baxter tressaillit réellement au son. Je ne me pressais pas. Je me déplaçais avec une lenteur agonisante et délibérée, contrôlant entièrement le rythme et l'espace physique de la pièce. Je soulevai lentement le lourd couvercle en cuir de la mallette, le repliant. À l'intérieur, parfaitement rangés et étroitement emballés, se trouvaient les 5 classeurs noirs massifs et épais. Je tendis la main et saisis le premier. Il était incroyablement lourd, rempli de plus de 300 pages d'impressions de haute qualité. Je le sortis et le laissai tomber à plat au centre de la table basse en verre. L'énorme bruit sourd fit trembler les coûteux vases en cristal posés à proximité. Je tendis la main et sortis le deuxième classeur. Bruit sourd. Le troisième, bruit sourd. Le quatrième, bruit sourd. Et enfin le cinquième, le plus épais de tous. Les classeurs dominaient maintenant toute la table basse, posée là comme un monument physique à sa ruine absolue. Des post-it aux couleurs vives dépassaient des pages comme des drapeaux d'avertissement. Kreza fixait l'énorme pile de papier, ses mains parfaitement manucurées agrippant les accoudoirs de son canapé si fort que ses phalanges devenaient complètement blanches. Sullivan, dit-elle, sa voix perdant entièrement son ton juste et autoritaire, remplacée par une soudaine et mince couche de panique réelle. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ignorais complètement. Je regardais Dashiell. La persona de visionnaire tech arrogant et intouchable fondait rapidement de son visage comme de la cire bon marché sous un chalumeau. Il fixait les classeurs, sa respiration devenant soudainement superficielle et visiblement irrégulière. Je tendis la main et ouvris la lourde couverture du classeur numéro 1. La page de titre imprimée en gras disait « Compte de crédit frauduleux et vol d'identité ». Commençons par ton incroyable succès, Dashiell, dis-je, ma voix incroyablement calme, reproduisant le ton exact que j'utilisais lorsque je présentais des preuves à des cadres d'entreprise. Tu as affirmé que tu gérais des millions de dollars. Tu as affirmé que ta carte premium avait été refusée. Voici la vérité. À ce matin précis, le solde de ton compte bancaire personnel légitime est gravement à découvert d'exactement 412 dollars. C'est un mensonge, cria Dashiell, sa voix se brisant violemment. Il se leva de la causeuse, pointant un doigt tremblant vers moi.
Tu ne sais pas de quoi tu parles. Assieds-toi, ordonnai-je, ma voix baissant d'une octave, résonnant d'une autorité absolue. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre d'un homme qui tenait toute sa vie entre ses mains. Dashiell se figea, bouche ouverte, et lentement, à contre-cœur, se laissa retomber à côté d'Élodie. Je tournai la page du classeur. Il y a 3 semaines, quelqu'un a utilisé mon numéro de sécurité sociale exact, mon historique bancaire privé et une signature électronique lourdement falsifiée pour ouvrir 3 cartes de crédit massives à limite élevée. Au cours des 21 derniers jours, tu as illégalement débité exactement 85 000 $ sur ces comptes frauduleux. Tu as acheté des montres Rolex. Tu as acheté des billets en première classe pour les Caraïbes. Je tapotai le papier avec mon index. Ce classeur contient les journaux d'adresse IP exacts, prouvant au-delà de tout doute que chacune de ces demandes de crédit fédéral a été soumise directement depuis le routeur Wi-Fi à l'intérieur de cette même maison, en utilisant ton ordinateur portable spécifique enregistré. Oncle Baxter halta bruyamment, couvrant sa bouche de sa main. Kreza avait l'air d'avoir été physiquement frappé au visage. Merci à tous ceux qui sont restés avec l'histoire jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, laissez un commentaire avec le mot « bon » comme un petit insigne d'honneur. Je liquerai et répondrai personnellement à chaque commentaire qui inclut le mot « bon ». Sullivan, arrête ça tout de suite, exigea Kreza, sa voix tremblant violemment. Tu es clairement confus. Tu portes des accusations folles et délirantes contre ton propre frère. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je n'ai pas discuté. J'ai juste ouvert le classeur numéro 2. Je ne porte pas d'accusation, mère. Les accusations nécessitent un débat. Je lis simplement les résultats documentés et irréfutables d'un audit médico-légal. Je regardais Dashiell qui suait maintenant abondamment, une tache sombre se formant sous les aisselles de son survêtement coûteux. Tu vends des cours en ligne enseignant aux gens comment devenir millionnaire. Mais tes firmes de conseil technologique sont entièrement fausses. Ce sont des sociétés à responsabilité limitée vides, enregistrées dans un centre commercial douteux. Tu n'as absolument 0 client corporatif légitime. Le seul argent réel circulant dans ces entreprises est l'argent que tu voles activement à des jeunes vulnérables sur Internet et l'argent que tu blanchis illégalement via les cartes de crédit que tu as frauduleusement ouvertes sous mon identité. Voler. Tu diriges activement une chaîne de Ponzi criminelle, Dashiell. Élodie tourna lentement la tête pour regarder Dashiell. Ses yeux étaient grands d'effroi. Dashiell, murmura-t-elle, sa voix tremblante. De quoi parle-t-il? Dis-lui que tu as l'argent des investisseurs. Dashiell ne pouvait pas la regarder. Il ne pouvait pas me regarder. Il fixait d'un air vide les énormes classeurs noirs posés sur la table. Il n'a pas d'argent d'investisseur, Élodie, dis-je, ma voix complètement dépourvue de pitié. Il a des crimes fédéraux à son actif et nous n'en sommes même pas encore à la pire partie. Je tendis la main et posai fermement ma main sur le classeur numéro 3. Je le glissai au centre exact de la table basse en verre, le faisant pivoter lentement de sorte que le texte soit directement face à Kreza. Le titre était imprimé en encre noire nette et impitoyable, la fraude hypothécaire aggravée du manoir de 3 500 000 $. Parlons du manoir, dis-je, ma voix tranchant la lourde tension comme un scalpel chirurgical, le magnifique domaine de 3 500 000 $ dans les collines dont ta marque a si désespérément besoin. Tu as rejeté mon pantouse d'1 million de $ entièrement payé parce que tu croyais avoir droit à un palais. Mais tu ne pouvais pas te permettre un palais. Tu ne pouvais même pas te permettre la facture d'électricité d'un palais. Alors toi et mère avez décidé de me le voler. Le visage de Kreza se vida de toutes couleurs, virant à un gris cendre maladif. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-elle, ses yeux fuyant nerveusement vers oncle Baxter, qui la fixait dans un silence horrifié absolu. Nous ne t'avons jamais rien volé. J'ouvris le classeur, révélant la première pièce de preuve protégée dans une pochette en plastique transparent. Ceci est une demande de prêt formelle et juridiquement contraignante soumise à une grande banque nationale il y a exactement 5 jours. Le montant du prêt demandé est de 3 500 000 $. Le demandeur principal listé sur ce document fédéral est Sullivan, pas Dashiell. Attaché à cette demande se trouvent des scans haute résolution de mon passeport privé, de mon permis de conduire et de ma carte de sécurité sociale. Des documents que je gardais strictement enfermés dans un coffre-fort ignifuge à l'intérieur de mon bureau à domicile. Un coffre-fort dont toi, mère, a la clé d'urgence de secours. Kreza tressaillit violemment comme si je lui avais jeté de l'eau bouillante.
Elle essaya d'atteindre et de refermer violemment le classeur, mais je lui attrapai le poignet sans effort, ma prise entièrement ferme et complètement inflexible. Je n'ai pas serré fort, mais le message était clair, tu n'as absolument plus aucun pouvoir ici. Elle retira lentement sa main, sa poitrine haletante de panique. Tu as activement falsifié ma signature électronique sur des documents bancaires fédéraux très sensibles, continuai-je. Tu te préparais à me charger discrètement de millions de dollars de dettes toxiques hautement levées afin que ton enfant chéri puisse prétendre être un milliardaire sur Internet. C'était juste un pré-relais temporaire, cria soudain Dashiell, perdant complètement la tête. Il sauta du canapé, le visage écarlate. Nous allions te rembourser. Le marché des cryptos est sur le point de monter en flèche massivement. Une fois mon application lancée, j'aurais remboursé l'intégralité de l'hypothèque en 6 mois. Je ne lui ai pas crié en retour. J'ai simplement mis la main dans la poche de ma veste, sorti mon smartphone et tapoté l'écran. J'avais préchargé un fichier audio spécifique. J'ai posé le téléphone doucement sur la table en verre et j'ai appuyé sur « Lecture ». L'audio était incroyablement net et clair. C'était un appel téléphonique enregistré du département de prévention des fraudes de la banque. La voix du représentant bancaire remplit la pièce. Monsieur, nous appelons pour vérifier la signature sur la récente demande de prêt hypothécaire de 3 500 000 $. L'adresse IP utilisée pour signer numériquement le document provenait d'une adresse résidentielle, et non de votre cabinet comptable d'entreprise répertorié. Puis, la voix de Dashiell retentit clairement à travers le haut-parleur. Il essayait de paraître plus grave, essayant de me ressembler exactement. Oui, c'est Sullivan. Je travaille actuellement depuis la maison de ma mère aujourd'hui. La signature est entièrement légitime. Veuillez accélérer le traitement immédiatement. J'ai appuyé sur « Pause ». Le silence qui suivit fut complètement dévastateur. La preuve absolue et indéniable de son crime résonnait dans leurs oreilles. Oncle Baxter se leva soudainement. Il avait l'air malade à en vomir. « Kreza, dit-il, sa voix tremblant de dégoût. L'as-tu aidé à essayer de voler des millions de dollars à Sullivan ?» Kreza éclata en larmes bruyantes et théâtrales, enfouissant son visage dans ses mains. « C'est mon bébé, gémit-elle. Il avait juste besoin d'un peu d'aide. Sullivan a tellement d'argent, il ne s'en apercevrait même pas. Sa défense n'était pas un déni. C'était une justification complète du crime. La folie absolue de sa logique a définitivement rompu tout petit fil persistant d'obligation biologique que je ressentais envers elle. Les chiffres ne mentent pas, Dashiell, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise. Mais toi, tu mens, et, malheureusement pour toi, mentir à une banque fédérale entraîne une peine minimale obligatoire. Élodie était restée complètement silencieuse pendant les 10 dernières minutes. Elle était figée sur la causeuse, sa robe de créateur coûteux semblant soudainement complètement déplacée, comme un costume ridicule qu'elle aurait porté à la mauvaise fête. Ses yeux dartèrent rapidement entre Dashiell, Kreza et l'énorme pile de classeurs noirs posés sur la table. L'illusion dans laquelle elle s'était mariée avec enthousiasme se dissolvait rapidement sous ses yeux. Je tendis lentement la main vers le 4e classeur, celui intitulé « Responsabilité matrimoniale et dette partagée ». Je ne l'ouvris pas. Je le ramassai simplement et le lui tendis. « Élodie, dis-je doucement, mon ton complètement dépourvu de malice, mais chargé d'une réalité terrifiante. Je suggère fortement que tu y jettes un œil très attentif. » Elle hésita, ses mains tremblant violemment avant de tendre la main et de prendre lentement le lourd classeur de mes mains. Elle le posa sur ses genoux et l'ouvrit. Je regardais son visage parfaitement maquillé se déformer alors qu'elle essayait de comprendre les documents financiers complexes, mais les chiffres surlignés étaient incroyablement faciles à comprendre. Quand tu as signé ce certificat de mariage la semaine dernière, expliquai-je, ma voix complètement clinique, tu n'as pas seulement épousé un faux visionnaire de la tech. Tu as légalement épousé ses dettes massives et écrasantes. Parce que Dashiell a utilisé ces sociétés écrans frauduleuses pour canaliser l'argent volé vers des comptes joints qui portent ton nom exact. Tu es maintenant légalement classé comme complice d'évasion fiscale fédérale et de fraude électronique. L'Internal Revenue Service se fiche que tu aies été complètement ignorante. Cette dette de carte de crédit de 85 000 $, parce que tu as signé les reçus d'hôtel pendant ta lune de miel, tu es légalement responsable de l'intégralité du solde. S'il tombe, ce qu'il fera absolument, il t'entraînera avec lui. Ton crédit est complètement détruit. Tes biens seront entièrement saisis pour payer la restitution. Élodie fixait la paperasse,
Le souffle coupé. Un son bas et guttural de pure panique s'échappa de ses lèvres. Elle laissa soudainement tomber le classeur sur le sol comme s'il lui brûlait physiquement les mains. Elle se tourna vers Dashiell. Ses yeux étaient grands d'un mélange de terreur absolue et de rage violemment explosive. « Tu m'as dit que tu étais millionnaire » cria-t-elle, sa voix se brisant complètement la tension silencieuse de la pièce. Elle poussa violemment son épaule. « Tu m'as dit que tu avais du capital risque. Tu m'as dit que ce pantouse d'1 million de dollars était une poubelle. Tu m'as fait signer ces papiers à la banque pour les comptes joints. Tu m'as menti. Tu as absolument ruiné ma vie. » Dashiell essaya d'attraper ses mains, son visage un masque de panique désespérée. « Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Je peux arranger ça. J'ai juste besoin de quelques semaines pour lancer l'application. »« Lâche-moi » hurla Élodie, se bousculant en arrière par-dessus la coudoir de la causeuse pour s'éloigner le plus possible de lui. Elle saisit son sac à main coûteux sur la table d'appoint, des larmes de pure fureur coulant sur son visage, ruinant entièrement son maquillage. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas Kreza. Elle courut pratiquement vers la porte d'entrée, l'ouvrant d'un coup sec et la claquant derrière elle si fort que toute la maison trembla. Le son du moteur de sa voiture rugissant et s'éloignant en crissant du quartier résonna dans le silence mort qu'elle laissa derrière elle. Dashiell fixait la porte d'entrée fermée, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson suffocant. Sa belle mariée était partie. Sa fausse richesse était partie. Toute sa marque méticuleusement élaborée était complètement anéantie. Kreza finit par cesser de pleurer. Elle leva les yeux vers moi, son visage complètement ruiné, ses yeux complètement dépourvus de l'arrogant droit qu'elle avait porté pendant 38 ans. La réalité de la situation avait finalement transpercé son énorme dissonance cognitive. Elle réalisa que je ne les menaçais pas seulement. Je les avais déjà exécutés. « Sullivan » murmura Kreza, sa voix incroyablement faible, entièrement brisée. Elle glissa du canapé, ses genoux frappant le tapis coûteux. Elle était en fait à genoux. « S'il te plaît, je t'en supplie. C'est ton frère. Il ira en prison. Ils prendront tout. S'il te plaît, jette juste ces classeurs. Nous te rembourserons chaque centime. S'il te plaît, ne détruis pas ta famille. » Je regardais la femme qui avait passé toute ma vie à m'utiliser comme bouclier humain et comme portefeuille ouvert. Je ne ressentis absolument rien. Pas de pitié, pas de triomphe, juste la sensation incroyablement propre et satisfaisante d'un grand livre parfaitement équilibré. « Tu as détruit cette famille, mère, » dis-je doucement, rassemblant les classeurs restants et les replaçant méthodiquement dans la mallette en cuir. « Tu l'as détruite au moment où tu as décidé que je n'étais rien de plus qu'une ressource à consommer entièrement, et je ne vais pas jeter ces classeurs. » Je claqua le lourd verrou en laiton. Le son était final. Absolu. « Avant de venir ici ce soir, » continuai-je, me levant et redressant ma veste de costume, j'ai envoyé des copies entièrement numérisées et fortement cryptées de chaque document de cette mallette à mon avocat d'affaires personnel. J'ai également envoyé des copies en double directement à l'enquêteur principal de la division des enquêtes criminelles de l'IRS et au département fédéral des fraudes de la banque que tu as essayé de voler. C'est complètement hors de mes mains maintenant. Les autorités fédérales ont absolument tout. L'audit est officiellement clos. Dashiell laissa échapper un son qui n'était pas un mot. C'était un gémissement aigu et terrifié d'un homme complètement brisé. Kreza s'effondra complètement sur le sol, sanglotant hystériquement, enfouissant son visage dans le tapis. Oncle Baxter marchait déjà rapidement vers la porte, ne voulant absolument rien avoir à faire avec le navire en perdition. Je n'offris pas d'adieu dramatique. Je n'ai pas jubilé. Je tournai simplement le dos à l'épave pathétique de mon ancienne famille et sortis par la porte d'entrée. L'air frais de la nuit frappa mon visage et, pour la première fois en 15 ans, je pris une profonde inspiration, complètement déchargée. Les retombées ne furent pas immédiates, mais, quand elles arrivèrent finalement, elles furent absolument catastrophiques. Ce fut une démolition financière et légale au ralenti qui ne laissa derrière elle que de la terre brûlée. 3 mois après cette nuit dans le salon de Kreza, le complexe et fragile château de cartes que Dashiell avait passé toute sa vie d'adulte à construire s'effondra complètement sous le poids écrasant de l'examen fédéral. L'IRS ne bouge pas vite, mais, quand il bouge finalement, il se déplace avec la force terrifiante et imparable d'un glacier. Ils n'ont pas seulement audité Dashiell. Ils ont complètement éviscéré toute son existence financière.
Agissant sur l'énorme montagne de preuves que je leur avais méticuleusement remises, les agents fédéraux exécutèrent un raid matinal très coordonné sur son Pantouse de luxe. Ils saisirent absolument tout. Ils confisquèrent ses ordinateurs, ses disques durs, son équipement photo coûteux et chaque article de créateur qu'il avait frauduleusement acheté en utilisant mon identité volée. En raison de la piste papier accablante documentant sa fraude électronique massive et son évasion fiscale, ses comptes bancaires furent entièrement gelés. Les sociétés écrans vides du Nevada furent complètement démantelées, exposant le pathétique système de Ponzi qu'il avait activement géré. Lorsque ses followers Internet réalisèrent finalement qu'ils avaient été entièrement escroqués de milliers de dollars pour des cours de mentorat sans valeur, le tollé en ligne fut absolument brutal. Plusieurs chaînes de commentaires reprirent agressivement l'histoire, diffusant publiquement sa fraude massive à des millions de téléspectateurs. Toute sa marque soigneusement élaborée fut publiquement et définitivement anéantie. Elodie, comme on pouvait s'y attendre, ne resta pas pour jouer le rôle de l'épouse de soutien d'un criminel fédéral. Moins de 48 heures après avoir fui la maison de Cresa, elle engagea un avocat de divorce incroyablement agressif. Elle déposa une demande d'annulation immédiate, citant bruyamment une fraude systémique massive et une extrême tromperie financière. Elle jeta publiquement Dashiell entièrement sous le bus, fournissant désespérément aux autorités toute information supplémentaire qu'elle possédait pour tenter de se sauver légalement de la responsabilité conjointe dont je l'avais avertie. Elle retourna dans son état d'origine et changea complètement son numéro de téléphone. Dashiell fut officiellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation de crimes fédéraux, y compris le vol d'identité aggravé, la fraude électronique et l'évasion fiscale. Parce que les preuves documentées étaient absolument irréfutables, ses avocats de la défense lui conseillèrent fortement d'accepter un accord de plaidoyer pour éviter de passer des décennies derrière les barreaux. Il plaida finalement coupable. Il fut condamné à 48 mois dans un pénitencier fédéral, suivi d'années de probation étroitement surveillée et ordonné de payer d'énormes restitutions financières à ses victimes. L'enfant chéri était officiellement un criminel condamné. La vie de Cresa ne s'est pas beaucoup mieux passée. Le stress incroyable et l'énorme humiliation publique ont complètement brisé sa réalité sociale soigneusement construite. Parce qu'elle avait activement participé à la fraude hypothécaire en détenant physiquement les documents falsifiés et en permettant que les demandes frauduleuses soient soumises depuis son réseau, elle fut lourdement enquêtée comme complice des crimes. Bien qu'elle ait finalement évité la prison directe en coopérant entièrement avec les procureurs fédéraux et en témoignant contre son propre fils, le coût financier fut absolu. Pour payer les avocats de la défense criminelle incroyablement coûteux de Dashiell et pour régler les lourdes amendes légales infligées contre elle, elle fut contrainte de liquider complètement ses comptes de retraite et de vendre sa maison de banlieue immaculée à une perte significative. Elle a fini par louer un petit appartement incroyablement exigu dans un quartier largement inférieur. Au cours de ces 3 mois, mon téléphone portable montrait occasionnellement des numéros bloqués essayant désespérément de passer. Je savais que c'était Cresa. Je n'ai jamais répondu à un seul appel. Je n'ai jamais écouté un seul message vocal. J'ai complètement changé mon numéro de téléphone personnel, transféré mes opérations bancaires à des institutions entièrement nouvelles et institué une politique stricte et absolue de non-contact. La lourde tumeur suffocante que j'avais portée pendant 38 ans fut finalement retirée chirurgicalement. Exactement une semaine après que Dashiell fut officiellement condamné, le magnifique Pantouse moderne d'1 million de dollars qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements a officiellement trouvé un nouveau propriétaire. Je ne l'avais pas gardé. Je l'ai remis directement sur le marché libre. Parce qu'il était situé dans un quartier très recherché, il s'est vendu en moins d'un mois pour 1 300 000 $. L'afflux massif d'argent propre et non grevé a frappé mon compte bancaire sécurisé, équilibrant parfaitement le grand livre. Je n'ai pas pris l'argent pour acheter une voiture de sport flashy. Au lieu de cela, j'ai acheté discrètement un superbe appartement, hautement sécurisé, situé au 35e étage d'un gratte-ciel moderne, au centre absolu de la ville. Il avait d'immenses fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur l'horizon animé. Personne d'autre n'avait de clé. Personne d'autre ne connaissait l'adresse. Le premier matin où je me suis réveillé dans ma nouvelle maison, le silence dans l'appartement était profond. Pendant les 38 premières années de ma vie, le silence avait toujours été terrifiant. Le silence signifiait autrefois un désastre imminent. Mais, tandis que je me tenais sur le grand balcon vitré, une tasse fumante de café noir parfaitement infusée à la main, regardant la ville s'éveiller lentement loin en dessous de moi, le silence semblait incroyablement propre. J'avais audité avec succès ma propre existence, identifié agressivement les passifs massifs et saignants, et les avais impitoyablement retirés de mon portefeuille.
La leçon la plus profonde que j'ai apprise ne portait pas sur l'argent ou les profondeurs terrifiantes de la folie narcissique. C'était une leçon fondamentale sur la vraie nature des limites. M'éloigner complètement d'un rôle profondément toxique que je n'avais jamais vraiment accepté de jouer n'a pas brisé ma famille. Cela a simplement révélé la vérité absolue à son sujet. Ils n'ont jamais été une famille. C'était un modèle commercial complètement parasitaire et l'entreprise avait officiellement fait faillite. J'ai pris une lente gorgée de mon café chaud. Le grand livre était enfin propre. La dette massive était définitivement annulée. Et, pour la toute première fois de toute ma vie d'adulte, l'avenir m'appartenait exclusivement. Pensez-vous que ma réponse à leur trahison a été trop dure? Ou ont-ils obtenu exactement ce qu'ils méritaient pour avoir tenté de voler mon identité? J'adorerais entendre vos réflexions ou si vous avez déjà dû établir une limite massive avec un membre de famille toxique. Laissez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et, si vous voulez soutenir et entendre plus d'histoires satisfaisantes de justice absolue, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en sécurité.